Le webinaire démarre sur les API, un webinaire dans la digitalisation de la supply chain. Et donc aujourd'hui, Alp Supply Chain reçoit à la fois un expert dans le domaine des API et aussi son partenaire Easy Shipping for You. Donc c'est un 2 en 1 que nous avons aujourd'hui avec Pierre-Dominique Hall, qui est CIO de Easy Shipping for You, qui va donc nous présenter ce webinaire sur les API. Je voulais en savoir plus sur les API comme de nombreux adhérents et de nombreuses personnes. Et aujourd'hui, il va nous décortiquer justement ces flux d'informations, puisque comme vous le savez, la supply chain, c'est gérer des flux physiques, mais c'est également gérer des flux d'informations, ce qui est hautement important et ce qui devient de plus en plus crucial dans un monde où l'on veut piloter sa chaîne d'approvisionnement ou de distribution, en tout cas sa supply chain, en temps réel. Donc, Pierre-Dominique, je vais te laisser la main. Les participants pourront toujours chatter sur le côté et me poser des questions. Et puis, toi, tu vas pouvoir partager ton expertise. C'est à toi, Pierre-Dominique. Merci Jean-Baptiste pour cette introduction, cette mise en bouche. Effectivement, bon, j'ai un profil d'informaticien, donc ça aide un peu pour parler des sujets qui sont un peu techniques et un peu tricky là autour, mais j'essaie de vulgariser le message sur les API. Je vais partager mon écran, j'espère que ça va marcher du premier coup. Voilà. Est-ce que tu vois mon écran? Si tu vois mon écran, tout le monde le voit. On voit très bien ton écran, Pierre-Dominique, c'est top. Oh là là, ça bouge et tout. Bon, voilà. On fait des effets. L'idée, c'est de comprendre l'utilité des API, mais pas seulement. Le contexte, je vais parler un peu du contexte, les définitions qu'on retrouve des API, des web services et de l'EDI, l'utilisation de celles-ci, et puis un cas pratique pour terminer, pour vous montrer comment on peut utiliser ces API de manière simple. Jusqu'ici, les systèmes étaient plutôt fermés, c'est-à-dire que dans le passé, les systèmes d'information étaient tous hermétiques et ne permettaient pas de communiquer de manière facilitée entre les différents systèmes. Aujourd'hui, on est dans des systèmes qui sont plutôt interconnectés, avec de plus en plus de, justement, ces liaisons avec les API, Web Services. On a toujours les EDI parce qu'on n'est pas dans un monde parfait, donc on continue à utiliser cette technologie-là, qui est assez basique, mais qui fait ses preuves. Et demain, eh bien, on parle déjà d'intelligence artificielle pour aller encore un peu plus loin dans les interactions qu'il y a entre les différents systèmes. Donc, tout d'abord, les API, qu'est-ce que c'est? C'est un nom qui définit simplement une application, entre applications, une interface. C'est une interface entre applications qui permet justement de simplifier ou d'aider l'intégration des différents sous-systèmes ensemble. C'est assez vulgairement dit, mais c'est assez simple dans son concept. L'utilisation des API, parce qu'il fallait parler un petit peu plus des utilisations, donc en fait, c'est vraiment pour un échange facilité entre les différents systèmes. L'intérêt des API, c'est qu'elles sont directement exploitables dans le code ou dans le code source d'une entreprise. Elles sont à disposition soit directement entre les différents systèmes d'information au sein de l'entreprise ou à l'extérieur, c'est-à-dire via des connexions web ou des connexions peer-to-peer. D'accord? Donc ça, c'est des connexions qui peuvent exister. J'ai pris un exemple simple, c'est en passant sur l'IoT, parce que de plus en plus, on parle d'IoT dans le monde du transport, et c'est vrai que les API sont très utilisées pour justement intégrer cette technologie. Les web services, c'est quelque chose d'un peu plus ancien, entre guillemets, c'est quelque chose qui existe via le web, donc qui a un peu plus de 20 ans, maintenant 30 ans d'existence. Et c'est un protocole plutôt ouvert et standardisé. C'est-à-dire ouvert, c'est que les API vont être un peu plus fermées dans le sens où elles sont un peu plus protégées. Les web services vont être un peu plus ouverts. Alors, qu'est-ce qu'on entend par communication entre différents systèmes? C'est que les web services, c'est un échange entre deux applications qui ne se parlaient pas jusque-là et qui tout d'un coup vont pouvoir échanger un protocole de données. Donc, on va utiliser du SOAP. Je pense que beaucoup de gens ont entendu parler du mot SOAP par des informaticiens, ils ne savent pas forcément ce que c'est, ou du REST. Ce sont simplement des protocoles de transfert de données et comment assurer une compatibilité entre les différentes applications.
On parle d'indépendance de la plateforme. Pourquoi? Parce que les web services, c'est quelque chose d'indépendant. Elles sont très orientées vers l'utilisateur et elles permettent d'aller vers des automatisations beaucoup plus intégrées. Mais aujourd'hui, on a tendance à remplacer les web services par des API parce que les API sont plus au cœur du langage de programmation utilisé par les développeurs. L'EDI, j'en parle un peu parce que l'EDI, c'est la base. C'est ce qui existe depuis le plus longtemps. Ça a toujours été là. C'est un format de fichier à plat ou c'est un format de fichier structuré. De toute manière, dans tous les trois participent à simplement simplifier, automatiser les tâches, réduire les coûts. Ce qu'on cherche à faire, c'est minimiser les erreurs. L'inconvénient de l'EDI, c'est que c'est un système qui n'est pas capable de retourner une information. C'est quelque chose qui est seulement vers du push. On n'a jamais le get. C'est un peu, voilà, le principal, on va dire, inconvénient de cette technologie-là. C'est qu'ensuite, il faut créer le résultat par soi-même, alors que dans les web services ou les API, il y a un vrai dialogue qui se fait. On envoie une information et on reçoit en échange un message. Dans ce message, on a est-ce que ça s'est bien passé avec un code d'erreur, etc. Donc, il y a beaucoup plus d'interaction avec les API web services qu'on va avoir avec l'EDI. Mais l'EDI, pardon. Donc l'EDI, ça veut dire que j'envoie des informations, mais si je n'ai pas de message retour, c'est supposé avoir fonctionné. C'est ça, c'est-à-dire que tu n'as pas le contrôle du résultat. Si une donnée est fausse dans l'EDI, eh bien, c'est celui qui recevra le paquet, entre guillemets, d'informations qui va le traiter et qui va se dire « Ah, j'ai une erreur, est-ce que tu peux me refaire le fichier parce qu'il y a une erreur dedans ?» Donc, ça veut dire aussi que celui qui le reçoit, il a un travail à faire, il doit vérifier que ça fonctionne bien. Et comme les EDI, ça marche tout le temps, en fait, il faut tout le temps qu'il y ait des gens qui vérifient les messages EDI qui soient bien intégrés dans son système alors. C'est ça, et c'est très asynchrone comme système, l'EDI. C'est-à-dire que effectivement, je vais attendre la fin du traitement pour savoir si ça s'est bien passé, et puis je vais attendre le résultat chez mon client qui va me répondre en me disant tout va bien, j'ai bien reçu, j'ai pu le traiter correctement. Ces échanges EDI, ils existent et ils vont résister encore assez longtemps parce que les systèmes d'information, en tout cas dans le monde du transport, ne sont pas tous capables d'intégrer des API ou des web services. C'est un standard, j'en parle juste après. Les échanges de documents commerciaux, c'est encore des EDI. Les standards Edifact et Tradacom, ça reste encore des standards et ce n'est pas fait pour disparaître tout de suite. Mais il y a une tendance à aller vers de plus en plus du digital, même si c'est déjà du digital, hein, l'EDI, mais c'est de remplacer cette ancienne, entre guillemets, vieille techno par des technos beaucoup plus modernes. Et justement, des technos beaucoup plus synchro. Aujourd'hui, ce qu'on voit, nous, dans notre monde, c'est qu'on cherche à aller de plus en plus vite. Il faut réduire le temps et c'est vraiment là où je pense que c'est là où ça se passe, c'est là où le défi il est vraiment. Oui, parce qu'on a un secteur, par exemple, qui pourtant travaille en temps réel et qui est vraiment soumis à beaucoup de pression de coûts et de manque d'erreurs, c'est l'automobile. Et l'automobile, eux, ils utilisent l'EDI en priorité. Alors, oui. Ça dépend des systèmes d'information, c'est toujours la même chose. Nous, ce qu'on voit, c'est que, et je le présente dans un slide juste après, c'est la complexité parce que nous, on travaille avec des entreprises qui sont affûtées, donc peuvent utiliser les API ou les web services, et d'autres qui vont utiliser l'EDI. Donc, on mélange toutes les technologies, par exemple, chez nous. On ne peut pas utiliser qu'une seule, c'est impossible. Voilà. Après, dès qu'on rentre dans le domaine des douanes, par exemple, là, on se rend compte qu'il y a encore du papier, donc on dépasse même le cadre de l'EDI. Donc, ça va loin. L'automatisation pour la réduction des erreurs, bon, c'est vrai que l'EDI, elle permet de supprimer, comme l'API et les web services, de supprimer en fait le recours aux documents, ça c'est clair. On réduit aussi le nombre de saisies. On évite la double saisie ou la triple saisie, effectivement.
Dans le secteur, par exemple, du e-commerce co, ça permet d'automatiser complètement la chaîne de reverse logistique aujourd'hui, qui était jusque-là quelque chose de complexe. Donc, on arrive à faire des intégrations assez fines, de plus en plus fines, grâce à cette technologie. D'accord, donc le DI, elle va quand même subsister. Oui, parce qu'on ne peut pas l'enlever. C'est un coût de passer aux web services et aux API. Ça demande un redéveloppement parfois de certaines applications. Voilà, donc c'est pas anodin. C'est pas anodin. Donc en fait, ça va dépendre de ce qu'on va chercher en termes de temps réel d'information. Parce que l'EDI, est-ce qu'on peut l'utiliser aussi pour des fréquences d'envoi assez importantes ou pas? Oui. C'est pas un problème, ça. Après, c'est la capacité, je dirais, dans les systèmes d'information, c'est la capacité à traiter l'information de manière automatisée. C'est là où se passe le nerf de la guerre. Il faut comprendre que l'EDI, c'est en fin de processus qu'on fabrique un fichier qu'on transmet à un tiers. On est obligé d'attendre la fin. Dans le cadre de l'API, c'est immédiat. Chaque transaction peut être notifiée directement entre deux systèmes qui ne se parlaient pas jusque-là. On peut imaginer deux clients qui ont SAP ou qui ont deux ERP complètement différents, hétérogènes, de parler de manière homogène grâce aux API. Et ils se parlent directement de transaction à transaction. Donc ils prennent des éléments d'une base et c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des objets, il faut qu'on ait des choses qui soient communes de part et d'autre de l'entreprise. Ça peut être un numéro de transport, un numéro de tracking ou un colis, ça peut être ça, non? Ça peut être un numéro de commande, déjà. Partant déjà de la commande du fournisseur qui reçoit une commande de son client via API directement dans son système. Et il sait qu'il a une commande à traiter. Et avec ce numéro de commande, il va générer un bon de livraison qui va retransmettre via API directement à son client. Et que le client, il a déjà toutes les données concernant l'envoi et quand est-ce qu'il va recevoir la marchandise, etc. Donc, étape par étape, il peut déjà recevoir toutes les informations dans son système à lui. Ça permet d'être beaucoup plus efficace, évidemment, on gagne du temps, et en cas de problème, on est beaucoup plus rapide aussi. Voilà. Donc, ça permet d'être beaucoup plus réactif, plus agile, on va dire. Tiens, on a une réaction de Frédéric, que je remercie pour sa réaction. Le DI, il est asynchrone, il nous indique, et que ça permet donc d'échanger des informations sans nécessiter une connexion permanente. Exact. C'est totalement ça. Alors, c'est quoi cette histoire de connexion permanente? Dis-nous tout. En fait, connexion permanente, ça voudrait dire que les systèmes sont tout le temps connectés entre eux. Or, ce n'est jamais le cas, ni avec les API, ni les web services, puisque c'est des appels. C'est comme un appel téléphonique. J'appelle, sauf que derrière, j'ai toujours un correspondant. Et qui me répond en me disant « Je t'ai bien reçu ». Il m'envoie même un message en me disant « Je sais que c'est toi qui viens de te connecter. Bonjour », à la limite, il pourrait te le dire si tu veux. Et après, tu lui dis « Je t'envoie une commande ». Et puis l'autre, il te dit « Je l'ai bien reçu ». Tu vois ? D'accord. C'est ça. Dans le cadre de l'EDI, c'est un peu différent. Tu vas envoyer tes données dans un système, tu le déposes où il vient le chercher, de manière asynchrone, c'est-à-dire qu'il peut avoir un temporisateur, on va dire le mot anglais c'est un scheduler, qui sert un ordonnanceur qui sert en fait à dire toutes les 5 minutes, je viens chercher un fichier qui a été produit par toi et dedans je vais retrouver tes commandes, par exemple. Alors tu dis toutes les 5 minutes, mais ça se trouve ça peut être toutes les heures, tous les jours. Ça peut être une fois par jour, ça peut être exactement. Ça dépend des traitements. Ça dépend des traitements. Des processus de fin de journée, de bouclement qui se passent et on produit un fichier fin de journée seulement. On pourrait imaginer, au lieu de faire fin de journée, on le fait toutes les transactions. Chaque transaction qui est faite, on envoie un message. Donc, ça dépend de l'organisation. Ça change pas mal de choses dans l'organisation, de travailler plutôt avec une techno qu'une autre. Ça permet aussi de changer les standards et d'avancer un peu. Très très bien, je te laisse continuer. Dans la partie que je voulais présenter ici, c'est ça. C'est-à-dire que on voit qu'on a, généralement dans les entreprises, on a plusieurs départements, bref, chacun a des besoins différents.
La compta va vouloir avoir des informations plutôt fin de journée. La production, ça va être presque tout le temps. La logistique, ça va être au fur et à mesure que les processus changent. Bref. Donc, et si on rajoute la douane, si on rajoute des complexités avec des multitransporteurs, bref, du dernier kilomètre et plein de choses, on se rend compte qu'on est vite on rentre dans une grosse complexité. Là, je voulais vulgariser simplement le message de manière simple, mais on peut voir qu'avec des transmissions d'informations, en fait, les flux physiques ou les flux de data vont être exactement alignés sur les mêmes choses. C'est aligné de la même manière, généralement. Derrière, ça se symbolise comme cela. On pourrait imaginer avoir un système complexe où on a d'un côté des ERP, on a du site web, on a du Magento pour ne pas le citer. Bref, et tout ça, ça va discuter. D'un côté, on va avoir des EDI. De l'autre côté, on va avoir des API avec des web services. Et tout ce monde-là va se brasser à l'intérieur. Si je rajoute en plus des complexités avec de connexion avec les prestataires du dernier kilomètre, par exemple, ou pas forcément, et les douanes, à chaque fois, ce sont soit des API, des web services, ou ça va être de l'EDI. Donc, on est vraiment dans ce monde imparfait ou parfait, je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout cas, dans la logistique, c'est ce qu'on voit particulièrement, je dirais. Ici, on utilise, on brasse principalement deux choses, l'EDI et les API, en tout cas pour ce qui nous concerne. Et ça marche un peu comme ça, quoi, voilà. Donc, on est au milieu et on sert de passe-plat. Ce que je voulais vous montrer aussi, bon, ça c'est simplement pour les EDI qui peuvent justement revenir dans les systèmes, on repousse dans tout ça dans les systèmes des différents systèmes d'information qu'on va retrouver principalement sur le marché, c'est-à-dire des ERP tels que SAP ou autres, la douane et autres. Donc on va repousser l'information vers ces sous-systèmes, de nouveau, soit avec de l'EDI, soit avec des API, soit avec des web services. Mais de plus en plus, ça va être par API a priori, chacun développant les propres API. Alors, les API, c'est toujours la même chose, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est tant qu'on n'y a pas touché. Donc, l'idée que j'avais, c'est de vous emmener avec moi dans notre monde à nous. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un Swagger. Qu'est-ce que c'est qu'un Swagger techniquement? Ce n'est pas plus ni moins qu'une recette de cuisine. C'est une bibliothèque qui permet aux développeurs de comprendre comment fonctionne l'API, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois envoyer comme paramètre pour qu'elle fonctionne et qu'est-ce qu'elle va me retourner en retour, qu'est-ce que je vais recevoir d'elle. C'est-à-dire, je vais lui envoyer quelque chose et puis elle va me répondre. C'est vraiment un système de messagerie, si on veut bien, pour vulgariser évidemment. Donc, d'abord, je dois me faire une authentification. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'authentifier directement sur notre plateforme. Saisir mon mot de passe. Donc, on voit déjà que c'est sécurisé. On ne peut pas rentrer dedans comme ça si on n'est pas invité, si on n'est pas connu. La machine va me répondre, elle, par un message assez simple. Je dois l'exécuter. Voilà. Donc là, tu es connecté à une API, ça y est. En fait, je cherche à me connecter dessus, mais je trouve que c'est toujours l'effet des mots, tu sais. Si tu le fais juste avant, ça marche, et puis tu le fais sur le moment, puis on te dit non, c'est pas ça. Si c'est ça, simplement, si je tapais correctement mon mot de passe. Alors là, j'utilise une API déjà. Là, rien qu'en faisant ça, c'est déjà une API. J'utilise l'API Logon. L'API Logon ou Login, elle me demande mon user mot de passe. Et puis, elle va me retourner, elle va me répondre en me disant, voilà, je te donne le token. Donc, le token, je vais le copier ici. Voilà. Alors, tout ça, c'est automatique. Simplement, là, je le simule étape par étape. Et le token, il m'est bien renvoyé. Access token, on le voit ici. Donc, c'est le message. Donc, on a toujours le serveur réponse. On a l'URL, comme un web services. Et il va me répondre. D'accord ? L'idée, c'est d'aller, par exemple, rechercher je sais pas, une étiquette ou ce qu'on veut. Alors, à chaque fois ici, on a l'API dans sa description. Par exemple, c'est celle-ci, elle permet de récupérer l'étiquette d'un envoi. Alors, elle dit get label, ça c'est facile à comprendre.
Donc là, on est dans une expédition et dans cette expédition, on peut faire plusieurs choses, c'est ça? Donc, On peut récupérer l'étiquette, on peut faire quoi, par exemple, sur le shipment? Ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire par exemple, on a envoyé une demande de shipment et maintenant, j'aimerais récupérer l'étiquette de ce shipment. D'accord? Donc, l'API, dans sa description, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, bah, tu as deux possibilités pour récupérer l'étiquette. C'est soit tu me donnes la référence de la commande, soit tu me donnes le numéro d'envoi ou quelque chose que je puisse retrouver. D'accord? Ou le shipment number ou le numéro de la commande. Et avec ça, il va te dire, ah ben, je vais te retourner l'étiquette au format PDF. Voilà ce qu'il va me dire. Donc, si je vais chercher une commande, normalement, donc là, si je lui dis try it out, je peux essayer de l'exécuter comme ça pour voir ce qui se passe. On va déjà voir s'il me répond. Il va me dire, ah, il y a une erreur, tu vois. Il répond tout de suite en disant, bah, ça n'existe pas. Ce que tu m'as demandé n'existe pas. Ah bon, bah, je me suis trompé. Je vais dire, mais en fait, je vais te donner une vraie bonne commande. Et là, elle me dit, il me répond en me disant, tu vois, la commande, elle n'est pas validée. Donc, je ne peux pas t'envoyer l'étiquette. Tu vois, donc, à chaque fois que tu vas dialoguer avec l'API, elle va te répondre en te disant, je ne peux pas te faire ce que tu veux parce que c'est l'état dans lequel est l'objet ne le permet pas. D'accord? D'accord, donc ça veut dire que c'est quand même un logiciel intelligent, l'API. C'est développé. Par exemple, l'API que tu as devant toi, c'est l'API de ton entreprise, si j'ai bien compris. Ouais. C'est vous qui l'avez créé alors? Oui, on a créé ça pour les développeurs. On a mis ça entre les mains des développeurs, mais à chaque fois, ils vont avoir un statut. On va leur répondre en disant, tu as l'erreur 101, ça veut dire ça, par exemple. Mais il y a un vrai dialogue. C'est les développeurs qui ont tout développé alors qu'ils ont tout créé. Ils ont dit, bah, dans le monde du transport, dans le monde de Easy Shipping for You, on a créé tout un langage qui permet d'identifier toutes les fausses. Ça peut marcher, toutes les fausses, ça ne peut pas marcher. C'est ça. En règle générale, c'est pour tout le monde la même chose. Mais là, nous, dans le cas du transport, on a développé, on a enrichi notre modèle en donnant justement un accès direct aux API pour les développeurs qui leur permettent de s'affranchir de toutes les erreurs qu'ils peuvent avoir concernant la préparation d'une commande. D'accord? Donc là, ça leur permet de savoir, tu demandes une étiquette, mais ce n'est pas encore validé. Donc, ça veut dire que l'opérateur n'a pas fini encore son travail concernant la marchandise et le fait qu'il le mette dans le carton, par exemple. Ça pourrait être ça. Donc, il y a vraiment un échange qui se fait. Il y a un dialogue qui se fait entre l'application métier et la nôtre, dans le sens où on va renvoyer des informations en disant « Désolé, l'étiquette n'est pas prête, vous ne pouvez pas la recevoir ». Ce qui fait que ça permet de mettre en attente quelque part chez eux, grâce à cette erreur-là, en disant, il y a un temporisateur qui peut se mettre en place en disant, tant que ce n'est pas fini, vous n'aurez pas d'étiquette, en gros. D'accord? Donc ça fait partie de la plateforme, complètement. Donc ça, c'est un exemple simple d'utilisation. Ici, on peut utiliser le package number, donc on peut récupérer par le paquet lui-même qui répond en disant, le package number, c'est le 74 60 001, par exemple, tu vois, avec le shipment ID. Donc, il te répond en plus en te disant ça, et derrière, tu peux récupérer l'étiquette. Ça, c'est un exemple, évidemment. C'est l'exemple de retour de l'API. Qu'est-ce qu'elle te retourne comme information? Elle te retourne le numéro du paquet, le numéro du tracking du paquet, c'est-à-dire normalement, donc le tracking ID, c'est celui de transporteur du dernier kilomètre ou du premier kilomètre s'il est capable de fournir l'info. Ça dépend. Et le shipment ID, c'est-à-dire ça, c'est une cuisine interne, c'est simplement pour nous l'ordre d'envoi qui est défini dans le système. Dans le tracking URL, alors là, cette fois-ci, je vais prendre un paquet avec un tracking, un numéro de tracking. Si je fais try it out, donc là, il va me... Très bien, je peux faire de différentes manières l'exécution. Et comme je suis en mode développement, je n'ai pas beaucoup
Ce sont que des faux envois, donc il n'y a rien de réel. C'est sur une plateforme de test, là, ou de développement, c'est ça? Tout à fait. Mais l'idée, c'est de vous montrer que, bah voilà, on a une possibilité de récupérer la requête et il répond en disant, bah voilà, le tracking, c'est celui-là. Donc là, je lui ai envoyé une requête de tracking pour qu'il me dise, dis-moi où est le colis, donne-moi un statut. Donc il va taper sur le serveur du fournisseur de service pour le dernier kilomètre. Donc moi, je ne lui ai même pas indiqué, il sait ce que c'est, donc il va directement le chercher chez eux et il me répond en disant, bah voilà, tu l'as ici. Donc, si je résume, là, en fait, un transport, par exemple, parce que là, tu es dans le monde du transport. Bon, on peut découper le transport en plein de petites choses, la facture, le bon d'expédition, l'étiquette, enfin, on peut morceler, en fait, chacune des informations de notre univers pour disposer de cette information au fur et à mesure qu'elle se met en place. Tout à fait. Et ce qu'il y a, c'est que tu peux, à chaque fois, tu as une API qui va te donner, par exemple, l'étiquette, une API qui va te donner le suivi de ton colis ou de ta palette ou de ton container. Tu vas avoir une API qui va te donner, par exemple, les événements concernant un envoi. Est-ce qu'il est bien parti? Il est arrivé sur le hub 1, il repart du hub 1 pour aller au hub 2 et ainsi de suite. Donc, tous les événements, c'est aussi une API qu'on met à disposition. Il y a une API pour récupérer, comme tu le disais, les documents concernant la marchandise, c'est-à-dire les manifestes, la même chose. On a une API pour le transport, le groupage des transports, c'est-à-dire pour consolider les informations concernant un transport, par exemple. Donc, tout ça est à disposition. Donc, on a à chaque fois une API et on a sa description pour dire comment est-ce qu'elle fonctionne, quels sont les critères qu'il faut utiliser et quel est le rendu, c'est-à-dire comment elle répond et avec quoi, comment on va retrouver cette information. Voilà. Donc, c'est chaque fois, c'est pour ça que je parlais de recettes de cuisine juste avant, parce que c'est avec ça que les développeurs, ils intègrent directement dans leur code toutes ces API et qui vont leur répondre. Ensuite, ils peuvent récupérer l'erreur, la gérer, déclencher d'autres traitements, etc., etc. Donc là, le get invoice, on l'a ici. Hein. Donc, on peut vraiment avoir aussi la facture. Hein. Donc, en fait, il y a un morcelage qui se fait sur l'univers de ce shipment qui va être sur toute sa vie de son shipment, sur de quoi il est constitué. Mais tu dis aussi, il y a un morcelage qui est un peu plus vertical sur le fait que le shipment appartient lui-même à un groupage et dans le shipment, on peut même dire qu'il y a plusieurs produits. Ah, complètement. Donc, ça veut dire qu'on a quand même une segmentation qui est horizontale et verticale. Il y en a une qui est dans le temps et une qui est dans la granularité de nos flux physiques, finalement. C'est ça. La particularité, c'est qu'on est au niveau marchandise. Donc, on est capable de remonter le colis et savoir ce qu'il y a dans le colis, la palette, savoir quels sont les colis sur la palette et la marchandise sur la palette. Et on va jusqu'au container, évidemment. Donc, on est capable d'avoir cette précision-là et en même temps, on va donner toutes les informations sur le global, sur la globalité de l'envoi. Donc, on peut à chaque fois vous faire un zoom sur ce qu'on veut comme partie. On part depuis la vision macro vers la vision micro. Ah bah tiens, on a une réaction de Frédéric. Je vais te la lire, Pierre-Dominique. Frédéric, et il nous dit, Frédéric, est-ce que l'on peut résumer par le fait qu'une API est une transaction qui va pouvoir être appelée par un système tiers de manière transparente pour l'utilisateur? C'est complètement ça. L'utilisateur, il ne voit pas. Il ne sait même pas qu'il y a une API derrière. D'accord, oui, c'est transparent, mais c'est en temps réel, en fait. Souvent, on a l'habitude des batchs dans l'entreprise. Hein. Souvent, oui. Pour ceux qui ont été un peu dans les entreprises, on est surtout de 11h à midi ou de midi à 13h. Faut pas utiliser le RP parce qu'il y a un batch. Là, il n'y a pas ça, en fait. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça du tout. Par exemple, lorsqu'on demande une étiquette, on est en temps réel. C'est-à-dire que l'étiquette, elle ne passe pas par un traitement batch où il faut attendre que le processus soit terminé pour récupérer l'ensemble des commandes et ensuite aller interroger le système pour lui dire « rends-moi l'étiquette qui concerne la commande 1, 2, 3 ». Non, là, c'est immédiat. La commande 1, 2, 3, elle est passée, l'étiquette, elle est derrière, elle arrive sur le robot, elle est collée. Mais alors, j'ai l'impression que dans les entreprises, nos amis les informaticiens, ça va changer leur métier, ça.
Ça change beaucoup de choses, ça leur permet d'être beaucoup plus en contact de l'utilisateur final et de comprendre le besoin de manière plus précise et plus ciblée. Et pour eux, c'est aussi un confort, parce que dès qu'il y a un problème ou autre, ils sont capables de le traiter plus vite que l'utilisateur n'aura même pas le temps de se rendre compte qu'il y a eu un problème, il est déjà réglé, quoi. D'accord. Est-ce que ça nécessite des nouvelles compétences, justement, de la part des informaticiens? Est-ce qu'il ne faut pas avoir en fait, des compétences spécifiques? Il faut être développeur et curieux. C'est comme dans tous les métiers. Les compétences en informatique, elles sont au niveau développement. C'est clair, il faut quand même comprendre le développement. Mais les API, c'est quelque chose qui est assez verbeux la plupart du temps. Donc là, ce sont des mots qu'on utilise. C'est vraiment du verbe. Hein. Là, on parle de shipment, label, référence est égal à, label type égale PDF. Oui, mais pour nous qui ne sommes pas informaticiens, Pierre-Dominique, c'est comme si tu nous parlais chinois. Je suis d'accord, mais c'est comme un langage, c'est une langue. Une fois qu'on l'a apprise un peu et qu'on a compris la synthèse et la grammaire, tac, on y va, quoi. Donc, facilité de prise en main. On a des cas où des intégrations avec notre système se font en 3 heures, et puis dans d'autres cas, ça prend 5 jours. Ça dépend effectivement de la maturité. Ça dépend de ça. Ça dépend de la maturité, puis des systèmes d'information. Si les systèmes d'information le permettent, ce n'est pas toujours le cas. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a des systèmes d'information, ils sont complètement hermétiques à cette technologie, c'est ça? C'est pour ça qu'on continue à travailler avec les EDI. Ah, d'accord. Donc, alors, est-ce que tu as des noms? Est-ce que tu peux partager? Dans les gros, les connus, enfin, je sais pas, ceux qui sont problématiques, qui nécessitent de faire perdurer l'EDI. Pour l'instant, c'est surtout l'industrie qui est en B2B, qui travaille beaucoup, comme tu l'as dit, en batch. Ils attendent la fin de journée ou fin de matinée pour lancer les choses. D'accord. Donc, ils se mettent à bosser à 11 heures et finissent à 13 heures. J'exagère, mais c'est un peu ça arrive souvent. Parce qu'ils sont sur des technos, et là, il faut le reconnaître, qui sont assez âgés. Je veux dire, elles ont 20 ans. C'est des systèmes qui ont plus de 20 ans parfois. Même si les API existent, il faut trouver le consultant, le bon, qui est capable de faire l'intégration, etc. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. D'accord. Donc, il y a aussi des intégrateurs dans le monde des API, c'est ça? Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui font ça, qui sont strictement intégrateurs d'API ou qui font que de l'intégration. D'accord. Donc, ça veut dire que demain, si moi j'ai un ERP chez mon client, je veux fonctionner avec une API parce qu'on aura des informations en temps réel, notamment pour renvoyer vers notre site web et puis informer nos clients. Je pourrais demander, si je n'ai pas la compétence chez moi, je peux demander à des intégrateurs de le faire pour moi. Complètement. Bonne nouvelle. Là, les langages aujourd'hui qu'on retrouve de plus en plus dans le monde moderne, c'est React, ça va être du Python, ça va être Python PHP évidemment. Après, c'est ce que nous on voit dans le monde du e-commerce. Là, complètement. Après, dans les autres langages, ça va être du Java, du C, enfin d'autres langages comme ça. Mais l'API en soi, elle ne va pas changer, elle va rester la même. Peu importe la technologie que tu vas utiliser, tu vois. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est la stabilité et la standardisation qu'on a en passant par cette voie-là. Alors, du coup, pour parler de ton entreprise, là, parce que finalement, toi, tu as développé une grosse API énorme dans le monde du transport. C'est une énorme API. Ça met combien de temps pour développer une API comme ça? C'est 6 mois, 1 an, des années? Non, en règle générale, avec le langage qu'on utilise, etc., nous, j'ai envie de dire, le matin, je parle au brief, l'après-midi, je l'ai. D'accord, donc c'est très rapide à développer, mais oui, vous avez quand même capitalisé sur un certain nombre de clients et puis de cas que vous avez rencontrés au fur et à mesure. C'est la capitalisation finalement qui prend du temps. Ce qui a été long, c'est de comprendre les besoins du client. En fait, il veut quoi? À quel instant il le demande? Quelle est sa recherche d'autonomie? Puisque ce qu'on cherche à faire, c'est que le client, nous, il doit être autonome le maximum, c'est-à-dire le moins il nous appelle, mieux c'est. Et c'est ce qu'on lui donne avec ce système, c'est l'autonomie. Il est totalement autonome, il fait ce qu'il veut avec nos API. Il peut développer une application, il peut faire ce qu'il veut avec, complètement from scratch. Nous, on lui assure un moteur, un moteur qui fonctionne.
On est un peu comme la Formule 1, c'est-à-dire que nous, on livre le moteur, puis après, tu fais la carrosserie que tu veux autour, quoi. D'accord, donc vous êtes obligé de former des informaticiens un petit peu à justement c'est quoi un transport et comment il est découpé pour qu'ils comprennent comment ça Alors, fonctionne de manière à pouvoir le réintégrer chez lui. si tu veux, mais c'est tellement rapide parce que justement, on a essayé de faire un système qui soit assez vulgarisateur pour que un béotien puisse comprendre que pour faire un envoi, ça passe par là, quelles sont les différentes étapes. On a résumé ça à 4 étapes. C'est vraiment basique, hein. On a dit l'étape 1, c'est de dire le point de départ, le point d'arrivée, c'est-à-dire c'est les adresses, hein, qui envoie et qui réceptionne. Au milieu, il y a de la marchandise, donc on lui dit, bah, faut que tu nous spécifies ta marchandise. Et là, on est assez strict là-dessus parce qu'on dit, si tu réponds correctement aux 52 questions qu'on te pose sur ta marchandise à peu près, enfin, dans ton envoi, entre l'adresse d'aller, retour, etc., bah, tu as 100% de chances que ton envoi se passe bien. Pas de blocage en douane, etc. Après, ceux qui ne respectent pas, bah, ils diminuent la qualité, mais ça, c'est comme ça, c'est la qualité des données, des informations. Mais en tout cas, avec ça, avec ces quelques primitives qui sont 4 étapes, ensuite on choisit le transporteur, et la dernière étape, c'est d'obtenir l'étiquette. Donc voilà, c'est assez simple, hein. Ça se limite à ça. Tout le reste, c'est la plateforme qui gère entre est-ce qu'il y a de la douane, pas de la douane, est-ce que je dois envoyer des informations à un tiers, etc. Ça, c'est la machine c'est notre plateforme qui derrière gère tout ça. S'il y a une représentation fiscale, s'il y a ceci et cela, voilà. Mais ça, c'est vraiment pour les développeurs, ça reste quelque chose de simple. La fenêtre est réduite. On leur dit concentre-toi que là-dessus, fais ça, et ça se passera bien. Et le résultat des courses, les clients qui utilisent notre plateforme, on a découvert ça récemment parce qu'on ne se rend pas toujours compte. Nous, on pense toujours gain de temps, facilité, etc. C'est 35% de chiffre d'affaires en plus. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, on ne l'avait pas percuté. Et c'est dû à quoi? En fait, ils se concentrent moins sur la logistique et les problèmes et plus sur leur business, c'est-à-dire la vente. Donc, les équipes sont plus concentrées sur la vente et puis ils développent. Et puis, ils passent moins de temps sur la logistique. Voilà. D'accord. Ah bah tiens, on a une réaction de Frédéric, parce que j'allais commencer à dire, est-ce que vous avez des questions? Bah, Frédéric, il a une question. Ça a été un gros pourvoyeur de questions. Merci Frédéric. Merci Frédéric. Dans le catalogue d'API qui existe, hein, dans le produit Easy Shipping for You, est-ce que vous avez pris en compte les besoins d'information environnementale telles que l'empreinte CO2 d'une expédition? Ah oui, ça. Alors, je vais répondre à cette question parce qu'elle elle tombe totalement dans l'air du temps. Alors, on ne l'a pas fait, nous, directement sur la plateforme parce qu'on utilise des API de tierces, cette fois-ci, d'autres applis qui existent. Ça nous évite de redévelopper la roue et on va plutôt utiliser la roue des autres. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est pour ça qu'on est capable de dire on va taper chez le voisin et on récupère l'impact carbone de l'envoi de manière plus intéressante. Donc, si je comprends bien, enfin, pour parler un peu métier, tu le demandes au transporteur. Alors, on le demande au transporteur, ça c'est certain. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'on peut même aller dans l'entreprise pour récupérer des informations, par exemple, de la production. Pour savoir, tiens, comment ça se passe chez vous? Quelle est la décarbonation que vous avez mis en place? Comment ça se passe? Donc là aussi. Donc, on arrive à faire des choses un peu plus complexes que simplement demander au transporteur donne-moi ton impact carbone. Parce que si tu veux, l'impact carbone, tu peux l'apprendre que sur le dernier kilomètre, mais tu peux l'apprendre aussi au premier kilomètre ou même avant. C'est-à-dire, la marchandise, elle n'est peut-être pas venue tout de suite sur ton site, elle vient peut-être d'un autre site. Très bien. Alors, on sait que sur le marché, on a quelques moteurs de calcul d'émissions de CO2, de gaz à effet de serre, comme Ecotransit ou TK Blue, ou enfin d'autres. Ouais. Est-ce que c'est dans les projets ou est-ce que c'est déjà peut-être connecté à ce genre d'acteurs? Est-ce qu'il y a des API qui existent pour discuter avec eux? Alors, souvent, nous, on a des clients qui l'ont déjà. D'accord. Donc, en fait, c'est le client qui utilise nos API, par exemple, ou autres, pour récupérer ces infos. C'est totalement transparent. Nous, on n'a pas besoin de forcer le développement, puisqu'avec les informations qu'on donne, ça suffit.
ils arrivent à récupérer les informations nécessaires. Effectivement, il faut quand même dire à nos invités qu'il y a des spécialistes du calcul des émissions de CO2. C'est un métier, ça ne se fait pas comme ça. Et une nouvelle norme ISO 14083 sur le marché qui est très précise et tout le monde ne peut pas réinventer la roue et ça coûte quand même un peu cher en développement. Oui, on a pris le parti pris de dire que nous, on est bon dans ce qu'on fait, mais on ne va pas faire ce que les autres font. Ils ne font pas ce qu'on fait et on reste à notre place. Donc, comme ça, on se respecte sur le marché. Très bien. Alors, on a une autre question de Benjamin qui nous demande si c'est possible de créer ou paramétrer une API sur un ETL classique. Alors, moi, je ne sais pas ce qu'est un ETL, Benjamin. Oui. ETL, ça veut dire Extract, Transform et Load. Sont des outils d'extraction de data qui permettent de faire l'agglomération, d'agglomérer plusieurs données, plusieurs data qui viennent de différents systèmes et d'obtenir. Alors, les API dessus, si l'ETL le permet, pourquoi pas? Il y a des ETL qui le font, mais c'est de la programmation. Donc après, voilà. Ça dépendra du langage. Ok, donc ça, c'est possible. Pour certains ETL que je connais, c'est possible, oui. Bon, Benjamin, j'espère qu'on a répondu à votre question. Mais ça veut dire qu'il faut accéder C'est tricky, parce qu'il faut accéder au code source, puis après, dans la communauté, il ne faut pas trop que ça change pour que l'API reste toujours standard et qu'elle ne bouge plus. C'est un peu, oui. Mais c'est possible. Ça se fait, mais ce n'est pas le plus simple. C'est pas, ouais. Bon, est-ce qu'on a d'autres questions Est-ce que tu as fini, Pierre-Dominique? Moi, j'ai terminé. Je voulais m'arrêter là parce que je pense que, après, sinon, je peux être très bavard, donc ce n'est pas le but. Non, mais c'est très intéressant parce qu'on voit dans ce monde du transport que le temps réel, de toute façon, il existe puisque nos intégrateurs, nos chers expressistes, eux, fonctionnent en temps réel avec leurs coursiers, leurs messagers qui sont équipés de solutions mobiles. On sait où ils sont, on sait quand est-ce qu'ils flashent les colis. Et donc, hériter de cette information pour une entreprise, c'est assez clé. Et ça se fait en temps réel. Et c'est sûr qu'avec des EDI, ça doit être plus compliqué. Donc, c'était Et nous, elle s'appelle Get Tracking URL, tu vois, donc et ça permet de récupérer l'intégrateur, des données de l'intégrateur. Ouais. Top. En tous les cas, j'espère que nos invités ont appris un peu plus sur ce qu'était une API, ont vu un peu ce qu'il y avait sous le capot, sans que ça reste conceptuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part de nos invités, éventuellement? Je vais remonter sur le Swagger, parce qu'il y en a quand même beaucoup. S'il n'y a pas de questions, on va juste indiquer à nos invités que nous serons tous les deux avec d'autres partenaires au Top Logistique Europe de Saint-Malo les 19 et 20 juin. Et justement, le thème de la conférence sera comment les solutions digitales contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça répond peut-être à la question de Frédéric sur le sujet. Puisqu'on aura le plaisir d'être accompagné par Nomaga, qui lui est un éditeur de DMS, Delivery Management System, donc plutôt optimisation des tournées. Nous serons avec également Easy Spin. On sera là. Et nous aurons également Colibri, qui lui sera plutôt à un niveau macroscopique sur la prévision de la demande, le processus SNOP. Et puis, nous serons accompagnés de DFYK, que Arnaud Morvan représentera, et lui il est plutôt sur les tours de contrôle et sur les analytiques. On a déjà fait de nombreux webinaires avec lui, donc j'espère que cette petite incartade dans les API vous a intéressé. On essaiera d'en refaire pour montrer un peu plus ce qu'il y a derrière les flux d'informations. C'est toujours intéressant d'être aguerri sur ce sujet-là quand on est dans la supply chain, pour ouvrir le champ des possibles, puisqu'on voit que là, finalement, on a plein de possibilités qui s'offrent à nous avec les API. On n'est plus bloqué par l'EDI quand on veut vraiment investir là-dessus. Donc, à la fois dans le B2C, on a l'impression que c'est là où ça se développe à fond, parce qu'on est près du client, qui a besoin d'informations en temps réel, et puis de plus en plus, ça va aller vers le B2B. Nous, on est à fond entre le B2B et le B2C. Et c'est pour ça qu'on a créé, tu vois, par exemple, une API pour le retour de marchandises, s'appelle Returns, tout simplement, pour créer un retour, que ce soit le plus simple possible. Et on est allé encore plus loin dans le processus, puisque maintenant, en scannant l'étiquette d'un colis aller, on peut directement rejouer le retour.
y compris avec le passage en douane. Donc, on a simplifié encore plus, mais grâce aux API, tous les processus qui sont derrière. Très bien. Eh ben, c'est parfait. Ça fera l'objet d'un autre webinaire. Je te remercie, Pierre-Dominique. On va pouvoir clore le webinaire maintenant. Merci à nos invités. On vous dit à très bientôt et on rediffuse ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Donc, merci à tous et puis à très bientôt. Merci à toi. À très bientôt. Salut, merci. Au revoir. Oui, au revoir.